Sisi à Chypre. Avec vous ce soir, Yaroshoucha. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé aujourd'hui dans la capitale chypriote Nicosie à une réunion consultative tenue entre les dirigeants de plusieurs États arabes, les dirigeants des États de l'Union européenne, le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le porte-parole de la République a déclaré que la réunion a permis des discussions entre les dirigeants des États arabes et européens sur les développements et les évolutions que connaît la région du Moyen-Orient, ainsi que sur les moyens de réduire l'escalade actuelle et de rétablir la paix et la stabilité régionale et internationale. La réunion a débuté par les allocutions du président chypriote Nikos Christolidos et de Mme Ursula von der Leyen qui ont souligné l'importance de poursuivre la concertation entre les pays de la région et l'Union européenne afin de préserver la sécurité et la stabilité dans la région. Le président Assisi a prononcé un discours lors de cette réunion. Assisi a adressé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à ses chers amis pour l'aimable invitation. Il a exprimé également sa gratitude aux dirigeants européens amis pour leur participation à cette réunion qui se tient à un moment d'une extrême sensibilité où la région du Moyen-Orient est agitée depuis des années par des crises et des conflits qui menacent les espoirs de ces peuples en matière de stabilité et de développement. Assisi a ajouté que la réunion d'aujourd'hui incarne une conscience profonde de la communauté de destin entre les deux rives de la Méditerranée, que les crises que traverse la région ne s'arrêtent pas à ses frontières, leurs répercussions s'étendent et touchent tout le monde, en premier lieu le continent européen, qui est parmi les parties les plus affectées par ces évolutions. Assisi a insisté que la crise iranienne a jeté son ombre sombre sur la situation internationale dans son ensemble, entraînant des conséquences graves pour la stabilité de la région, la navigation, l'économie mondiale et notamment la sécurité et les prix de l'énergie et de l'alimentation, ainsi que la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Sans oublier la menace potentielle de contamination nucléaire qui constituerait en soi une catastrophe. L'Égypte s'est efforcée et continue de le faire, ajoute Assisi, de déployer des efforts assidus pour contenir le conflit et empêcher son extension, surtout dans le contexte des attaques iraniennes condamnables et inacceptables en toutes circonstances qui ont visé les États du Golfe arabe, la Jordanie et l'Irak frère. Il a affirmé sa condamnation totale et son rejet complet de ces attaques et de toute menace portant atteinte à la sécurité des États arabes. Assisi a souligné son soutien total à la sécurité des États arabes. Il a déclaré que l'Égypte insiste également sur la nécessité de respecter pleinement la liberté de navigation et sur l'importance de sécuriser les voies maritimes internationales. Assisi a affirmé que les développements récents ont prouvé sans aucun doute que le règlement de différends par des moyens pacifiques est devenu une nécessité et non un choix et qu'il est également impératif d'établir une zone exempte d'armes de destruction massive dans l'ensemble du Moyen-Orient et d'appliquer intégralement et sans sélectivité le régime de non-prolifération nucléaire dans la région. La question palestinienne demeure au cœur des crises de la région, a insisté le président Assisi, insistant qu'elle est la question centrale du monde arabe et du Moyen-Orient. Dans ce contexte, Assisi a exhorté l'Union européenne et ses États membres à continuer de soutenir la cause palestinienne et à ne pas permettre qu'elle recule dans l'ordre des priorités. Il a ajouté que la réalisation de la stabilité au Liban frère figure au premier rang des priorités de l'Égypte. Il a insisté sur l'importance du respect du cessez-le-feu récemment conclu et la nécessité de conjuguer les efforts de tous les partenaires pour empêcher une nouvelle escalade. Il a aussi réaffirmé une position ferme de soutien à la souveraineté du Soudan frère et à son unité, ainsi que la nécessité de soutenir les institutions nationales de l'État et de refuser toute mise sur pied d'égalité avec des entités parallèles. Sur le plan du développement humain, l'Égypte croit que le capital humain est la base du développement durable. Assisi a dit que l'Égypte met en œuvre afin que l'Égypte devienne un pôle industriel pour l'Union européenne.
Ont participé plusieurs chefs d'État et de gouvernement du Moyen-Orient se tient sur 2 jours à Nicosie en vue de renforcer les liens politiques et économiques entre les deux parties. Les discussions ont donc porté sur l'énergie et surtout, avec la guerre actuelle au Moyen-Orient, la crise des déplacements de population, la situation au Liban ainsi que la situation à Gaza et au Soudan. Le président Abdel Fattah el-Sisi était arrivé au siège de la réunion consultative entre plusieurs dirigeants arabes et européens. Il faut dire que la participation du président el-Sisi à cette réunion fait suite à l'invitation du président chypriote Nikos Christodoulides et du président du Conseil européen Antonio Costa dans le cadre des consultations en cours entre les pays de la région et l'Union européenne sur la situation géopolitique actuelle et les derniers développements sur diverses questions régionales et internationale. Dans le même contexte, la présidence chypriote a souligné que la participation de l'Égypte à ce sommet reflète le partenariat entre les deux pays et constitue un message d'unité régionale. Elle a souligné que le Caire est un partenaire axial dans l'affrontement des défis régionaux et qu'il assume un rôle primordial dans le dialogue régional et le renforcement de la stabilité. Chypre a aussi apprécié les efforts déployés par la diplomatie égyptienne pour contenir les répercussions des crises qu'affronte la région, tout en assurant que la participation de l'Égypte aux travaux de ce sommet reflète son importance dans le maintien de la sécurité régionale. La présidence chypriote a déclaré que le sommet de Nicosie constituait une occasion pour unifier les positions avec le Caire. Le président chypriote a également plaidé que l'Europe doit faire beaucoup plus au Moyen-Orient. Le sommet européen à Chypre revêt d'une forte dimension symbolique puisque des bases de l'OTAN y avaient été visées par des drones iraniens au début de ce conflit. M. Christodoulides a appelé plus largement à renforcer la coopération de l'Union européenne avec les pays du Moyen-Orient. Nous devons entamer des discussions avec le Liban en vue de conclure un accord stratégique et global, a-t-il dit. Il a aussi dit devoir renforcer le dialogue avec le régime syrien. Avant ce sommet, un responsable de l'UE soulignait que l'Europe était prête à contribuer, lorsque les conditions seront réunies, à maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Le conflit a eu un impact considérable sur l'économie européenne, dont la facture pour s'approvisionner en pétrole et en gaz a bondi de 24 milliards d'euros en 7 semaines. Les dirigeants européens veulent s'engager davantage pour la désescalade au Moyen-Orient vendredi à Chypre. Ces déclarations ont eu lieu juste avant un déjeuner de travail avec les présidents du Liban, de l'Égypte, de la Syrie et le prince héritier de la Jordanie. Le président français Emmanuel Macron a déclaré à Nicosie que l'Europe doit s'engager encore davantage avec la Syrie, la Jordanie, entre autres, de pouvoir de se coordonner. Le président français a de nouveau insisté sur la nécessaire stabilité au Liban. La France est prête à organiser une conférence de soutien aux forces armées libanaises au moment où Beyrouth le jugera opportun. Et pour mieux parler de ce sujet, nous avons au bout du fil M. Rizk Chahata, expert en économie. Bonsoir. Oui, bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, parlez-nous de l'importance de la participation du président Al-Sisi à la réunion consultative tenue à Chypre hier et aujourd'hui. Bien sûr, l'Égypte, c'est une puissance quand même régionale, une puissance importante, une puissance de paix et de prospérité également. Donc, le rôle de l'Égypte dans ce conflit général est important. S'entretenir avec l'Union européenne à Chypre, avec quelques pays arabes qui sont au cœur du conflit. Il y a une donne importante dans tout cela aussi, c'est le Liban. Le Liban qui a accepté finalement de négocier, de faire des négociations de paix avec Israël pour la première fois depuis 1973. Et donc, c'est le moment où jamais que l'Union européenne et que les pays arabes dirigés par l'Égypte
l'Égypte, puisque l'Égypte a toujours été dans le cœur de la question palestinienne, entre autres. C'est important pour régler tout à la fois. Maintenant, on profite de ce cessez-le-feu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va s'interrompre. Et on profite de ce moment-là pour que l'Europe et les pays arabes de la région trouvent un issue pacifique qui évite au monde entier une crise pétrolière, une crise gazière, une crise d'inflation économique, etc., etc. Et donc c'est le moment où il y a une force qui était plus ou moins absente jusqu'à maintenant, qui met le paquet, c'est-à-dire l'Union européenne avec les pays de la région, avec leur tête l'Égypte et l'Arabie saoudite bien sûr. Et puis on a vu aussi que que le président égyptien a parlé avec le président syrien. Donc il y a juste un seul issue dans tout cela, c'est la paix. Imposer la paix à Israël, imposer la paix à l'Iran. Bien sûr, ils ont parlé aussi du problème du détroit d'Ormuz. C'est certain que c'est de l'eau internationale et que l'Iran n'a pas le droit de la confisquer, tout simplement. Et puis, les États-Unis qui encerclent aussi la sortie du détroit d'Ormuz n'a pas le droit. Ils sont en train de jouer, tout le monde est en train de jouer avec le feu dans cette crise. Et espérons que c'est la sagesse qui va l'emporter. Et je pense que le rôle entre l'Égypte et l'Union européenne là-dessus peut aboutir à des résultats positifs. Il est clair que la position des pays de l'Union européenne est tout à fait contraire à la position de Donald Trump. Quel est l'impact de cette divergence de vues sur l'économie mondiale? À un moment donné, on a même pensé que l'Alliance Atlantique va s'effriter. Il y a des questions. Est-ce que l'Alliance Atlantique va continuer avec un président des États-Unis qui menace l'Europe, qui veut prendre le Groenland au Danemark, qui veut occuper le Canada, avec des déclarations et des contradictions à ces déclarations tout le temps? L'Europe, les régions européennes, ils sont dégoûtés, bien sûr. Ils sont dégoûtés parce que déjà la guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis plusieurs années maintenant, la politique américaine et la politique européenne n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, l'Europe va voler avec ses propres ailes. Et heureusement que l'Europe existe aujourd'hui. Heureusement qu'il y a une menée unique en Europe. Heureusement que tout ce qui a été fait en Europe qui protège l'Europe par rapport à une domination américaine sur le monde. Et aujourd'hui, on sait tous que les dirigeants israéliens et les dirigeants américains qui utilisent ces guerres pour masquer et camoufler des problèmes personnels, on ne peut pas jouer avec les destins des peuples comme ça parce que M. X, il est exposé à un jugement et que M. Y, il est exposé à des scandales grave et qui risque de perdre sa place également. Tout ça est lié malheureusement aujourd'hui et l'Europe ne veut pas payer la facture, c'est normal. Et le monde arabe non plus n'a pas besoin de payer la facture par rapport à ces dirigeants-là. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne pourrait faire des pressions sur Trump pour arriver à une désescalade ou à une fin des tensions dans la région? Je pense que oui. Et comment? Puisque déjà Israël elle a fait pression sur M. Trump et elle a obtenu beaucoup de bénéfices à cause de la pression qu'elle a été faite sur M. Trump, c'est clair maintenant aujourd'hui. En même temps, l'Europe aussi elle a son poids, elle a son mot à dire. L'Union européenne qui se construit depuis des années et des années, aujourd'hui, il a un certain pouvoir, il a une certaine position. C'est vrai qu'on appelle l'Europe toujours le vieux continent, mais en réalité, l'Europe, elle est là. Il y a l'Allemagne, il y a la France qui sont le cœur de l'Europe, qui sont des puissances quand même considérables. Et je pense qu'à terme, il n'y aura plus des bases américaines ni en Europe ni au Moyen-Orient parce que c'est un échec total. Les bases américaines n'ont pas pu défendre le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Ils n'ont pas pu défendre. Et donc là, on se demande, ça ne sert à quoi ces bases américaines si ce n'est pas pour défendre aussi leurs alliés.
Donc, M. Trump, à mon avis, excusez-moi l'expression, mais il perd un peu la boule. Et je pense qu'il va perdre les prochains, les mi-mandats, il va les perdre. Et du coup, franchement, aujourd'hui, je peux dire que le monde sera meilleur sans Trump et sans Netanyahu. C'est clair pour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Rizk Chahet. Je répète que vous êtes expert en économie. Une petite pause et je reviens tout de suite. Toujours à Chypre, les Européens ont confirmé vendredi leur rapprochement avec le président syrien Ahmed al-Shara vendredi en le recevant avec d'autres dirigeants du Moyen-Orient avant une réunion de haut niveau entre l'Union européenne et la Syrie le 11 mai prochain à Bruxelles. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, lui a dit devant la presse que l'Union européenne reconnaît les étapes importantes qu'il a franchies pour reconstruire la Syrie. Bruxelles s'apprête à accueillir le 11 mai le premier dialogue politique de haut niveau entre la Syrie et l'Union européenne, ouvrant la voie à un éventuel futur accord d'association. Mesdames et messieurs, les pays européens veulent renforcer et tester leurs clauses d'assistance mutuelle sur fond d'incertitude entourant l'engagement américain en Europe, avait auparavant déclaré plus tôt vendredi matin le président chypriote Nikos Christodoulides. La Commission européenne va préparer un plan d'action sur la manière dont ils réagissent lorsqu'un État membre invoque l'article 42,7 du traité de l'Union européenne, a-t-il déclaré en accueillant les dirigeants de l'Union européenne. La clause d'assistance mutuelle entre les 27 prévue par l'article 42,7 du traité de l'Union européenne prévoit qu'au cas où un pays de l'Union européenne serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aider et lui donner assistance par tous les moyens en leur pouvoir. L'Union européenne prévoit d'effectuer un premier exercice de simulation, un wargame, d'abord en mai au niveau des ambassadeurs des 27 à Bruxelles, avant un autre exercice, cette fois au niveau des ministres eux-mêmes, avait expliqué le 17 avril un responsable de l'Union européenne. Les Européens préoccupés par les menaces de retrait de l'OTAN récemment lancées par le président américain Donald Trump cherchent donc à renforcer leur sécurité collective. C'était, mesdames et messieurs, une couverture en direct sur Nile TV International du voyage du président Abdel Fattah el-Sisi à Nicosie, la capitale chypriote, pour une réunion consultative tenue entre les dirigeants de plusieurs États arabes, les dirigeants des États de l'Union européenne, le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Merci pour votre attention et à la prochaine.